Bienvenue dans le débat. Aujourd'hui, nous entrons directement dans le vif du sujet en analysant le matériel portant sur l'hégémonie du Real Madrid en Europe. C'est un sujet qui déchaîne les passions, mais nous allons l'aborder de manière purement analytique. Depuis l'introduction de l'assistance vidéo à l'arbitrage, donc la fameuse VAR en Ligue des Champions en 2018, une question de fond continue de diviser les observateurs. Une question cruciale, oui. Absolument. Le succès monumental de ce club repose-t-il exclusivement sur une culture sportive intrinsèque de la victoire ou bien les grands clubs bénéficient-ils d'un avantage structurel et institutionnel sur les décisions arbitrales? Une dynamique que la technologie mettrait désormais en lumière plutôt que de l'effacer. Pour ma part, je soutiens, en m'appuyant sur les données étudiées, que cette domination est un phénomène purement sportif et mental qui transcende totalement l'ère technologique. Et moi, j'aborde la question d'une toute autre manière. Je soutiendrai que le point institutionnel de ce club a historiquement influencé les marges d'interprétation arbitrale, vous savez, ces fameuses zones grises inhérentes au football, et que la VAR n'a absolument pas réussi à neutraliser ce biais structurel profond. Bon, il faut d'abord regarder les faits et l'historique que nous avons sous les yeux. La réalité comptable est incontournable. Ce club a remporté 13 de ses Ligues des Champions avant même l'année 2018. Nous ne parlons pas d'une anomalie statistique sur 3 ou 4 ans. C'est une domination qui traverse littéralement les décennies. C'est vrai, le palmarès est immense. Voilà, les années 1950 avec Di Stefano, les années 1990 et 2000 avec Raoul, avec Zidane aussi bien joueur qu'entraîneur, puis les années 2010 avec Cristiano Ronaldo. Tous ces sacres se sont déroulés bien avant qu'un écran ne vienne assister les arbitres. Ma position est donc que les succès récents s'expliquent fondamentalement par l'expérience, le talent brut et une maîtrise mentale absolue des matchs à élimination directe. C'est l'ADN du club, cette exigence de victoire qui forge le palmarès, pas l'arbitrage. Écoutez, je ne nie absolument pas le palmarès ni le talent brut. Il faut des joueurs exceptionnels pour gagner à ce niveau, c'est une évidence factuelle. Mais nous devons prêter une attention toute particulière aux controverses récurrentes qui jalonnent ce parcours. Les documents soulignent des schémas très précis. Lesquels exactement ? Eh bien, des pénaltys litigieux dans le temps additionnel, des hors-jeux millimétrés, des fautes d'anti-jeu non sanctionnées par un deuxième carton jaune. La VAR a été vendue comme l'outil de la justice absolue, censé corriger les erreurs. Pourtant, elle laisse une marge immense à l'interprétation humaine. Ma thèse, c'est que le poids historique du Real Madrid au sein des instances européennes, donc l'UEFA, crée un biais favorable lors de ces moments d'interprétation. L'arbitre devant son écran reste un être humain, soumis à une pression colossale. C'est un point intéressant, bien que je sois convaincu qu'il faille l'examiner sous un autre angle, en regardant ce qui se passe réellement sur le terrain lors de ces moments de haute tension. Vous parlez de décisions litigieuses, mais regardons la nature même des performances du club lors des phases critiques. La notion de remontada est inscrite dans leur identité. La remontada, oui, le fameux mythe. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité documentée. Ce n'est pas un arbitre qui pousse le ballon au fond des filets à la 93e minute. Lorsqu'une équipe est menée de 2 buts face au Paris Saint-Germain ou à Manchester City et qu'elle trouve les ressources mentales pour inverser la tendance en l'espace de 10 minutes, cela demande une résilience psychologique qui n'a rien à voir avec l'arbitrage. Cette force mentale force littéralement la victoire. Elle crée un environnement d'asphyxie où l'adversaire craque sous la pression. Je suis désolé, mais je n'y crois pas du tout. Laissez-moi vous dire pourquoi en m'appuyant sur des exemples très spécifiques tirés de notre matériel d'étude. La force mentale est une chose, mais dans le football de très haut niveau, l'équilibre des forces est si ténu qu'une seule décision arbitrale peut complètement valider ou annuler cette soi-disant force mentale. Prenons le fameux quart de finale retour contre la Juventus en 2018. Un match d'anthologie, en effet. Exactement. Le Real Madrid a gagné 3-0 à l'aller. La Juventus réalise l'impossible au Bernabéu et mène 3-0 à la 90e minute. Et là, à la 93e minute, l'arbitre Michael Oliver siffle un pénalty pour un contact de Mehdi Benatia sur Lucas Vazquez. Buffon est expulsé pour contestation. Oui, les faits sont connus. Mais dans ce moment précis, on ne parle pas de résilience madrilène, on parle d'une intervention arbitrale dans la zone grise de l'interprétation. Le contact existe, oui, mais est-il suffisant pour éliminer une équipe à la 93e minute d'un quart de finale ? La question qui se pose est la suivante. Si la faute avait eu lieu dans l'autre surface, contre un attaquant de la Juventus, l'arbitre aurait-il le courage de siffler ce pénalty au Bernabéu ? Je vois pourquoi vous pensez cela, mais laissez-moi vous donner une autre perspective sur cette action précise. Vous parlez de la décision de Michael Oliver comme d'une anomalie ou d'un biais, mais analysez la construction de l'action.
Cristiano Ronaldo fait une remise de la tête parfaite, Vasquez est en position de marquer à 1 mètre du but et Benatia n'a d'autre choix de passer à travers lui. Il touche le ballon avant de... Non, c'est une faute tactique causée par une supériorité technique et un positionnement parfait à l'instant T. Le fait que cela se produise à la 93e minute prouve justement que l'équipe continue d'attaquer avec lucidité quand les autres paniquent. L'arbitre a simplement appliqué le règlement, peu importe la minute ou le stade. Mais c'est précisément là que le concept de biais structurel entre en jeu. Je ne dis pas qu'il y a une corruption enveloppée dans des valises de billets, ce n'est pas mon propos. Je parle de la psychologie de l'arbitrage européen. Quand je parle de poids institutionnel, je fais référence à la carrière même de ces arbitres. L'UEFA est l'instance suprême et le Real Madrid est la vitrine de l'UEFA. Un arbitre sait pertinemment, même de manière subconsciente, que siffler un pénalty litigieux contre le Real Madrid à domicile va déclencher une tempête médiatique en Espagne qui pourrait freiner sa progression dans le groupe élite des arbitres européens. C'est une accusation très lourde qui repose sur des suppositions psychologiques plutôt que sur des preuves tangibles. Regardons la demi-finale contre le Bayern Munich la même année, toujours dans nos documents. Le centre de Joshua Kimmich qui frappe la main de Marcelo en pleine surface de réparation. C'est une main décollée du corps qui bloque un centre dangereux. L'arbitre ne siffle pas. La VAR n'était pas encore là, certes, mais l'année d'avant, face au même Bayern, nous avons vu Arturo Vidal expulsé pour un tacle où il touche le ballon. Oui, mais Vidal avait accumulé les fautes. Pendant que Casemiro, qui a multiplié les fautes d'anti-jeu tout le match, termine sans deuxième carton jaune. Ces accumulations d'incidents dans les moments couperets ne peuvent pas être balayées d'un revers de la main en parlant simplement de culture de la gagne. Je ne suis pas convaincu par ce raisonnement, car il me semble inverser la relation de cause à effet, surtout quand on introduit la technologie dans l'équation. Si l'arbitrage favorisait unilatéralement un club spécifique en raison de son poids institutionnel, pourquoi d'autres géants européens n'en bénéficieraient-ils pas ? Le Bayern Munich, Manchester United, la FC Barcelone ont tous un pouvoir institutionnel colossal et des relais médiatiques puissants. Pourtant, aucun n'atteint ce niveau de succès continu en Ligue des Champions sur la dernière décennie. Parce qu'aucun n'a l'aura du club le plus titré d'Europe. C'est un cercle vertueux pour eux, vicieux pour les autres. Mais la technologie est justement venue bouleverser ce prétendu cercle siège. La vocation première de la VAR est de corriger les erreurs manifestes. En éliminant ces erreurs, la technologie agit comme un filtre de vérité. Si la domination du club reposait sur une clémence arbitrale systémique dans ces fameuses zones grises, l'introduction de la VAR en 2018 aurait dû marquer un coup d'arrêt brutal à leur succès. Or, que voyons-nous dans les faits ? Ils ont continué à gagner. Exactement. Les victoires ont continué. Ils ont gagné d'autres Ligues des Champions sous l'ère de la VAR. La technologie prouve que même lorsque les décisions sont scrutées au millimètre près, avec des lignes de hors-jeu tracées informatiquement, la supériorité de cette équipe demeure. C'est un argument convaincant en surface, mais avez-vous considéré la manière dont la VAR fonctionne techniquement au niveau de l'UEFA ? C'est crucial pour comprendre ma position. La règle d'or de la VAR, c'est qu'elle n'intervient qu'en cas d'erreur claire et manifeste. Ce seuil de tolérance est extrêmement élevé. Ce qui est une bonne chose pour la fluidité du jeu, n'est-ce pas ? On ne veut pas arrêter le match toutes les 2 minutes. Pour la fluidité, oui, tout à fait, mais pour la justice objective, c'est un écran de fumée. Parce que ce seuil très élevé protège fondamentalement la décision initiale de l'arbitre de champ. Si l'arbitre sur le terrain, influencé par les 80 000 supporters et le fameux biais structurel dont nous parlons, décide de ne pas donner un deuxième carton jaune à un milieu madrilène pour une faute tactique, la VAR ne peut pas intervenir. Elle n'intervient pas sur les deuxièmes cartons jaunes. C'est le protocole, oui. Si l'arbitre accorde un pénalty sur un contact très léger, la VAR regarde les images, constate qu'il y a un effleurement et conclut que ce n'est pas une erreur claire et manifeste. L'écran de la VAR ne supprime pas la subjectivité, il l'institutionnalise. La VAR valide le biais initial sous couvert de technologie objective. Je comprends tout à fait l'argument du seuil d'intervention, mais cela fonctionne dans les deux sens. La VAR a aussi annulé de nombreux buts pour le Real Madrid depuis 2018. Des buts de Benzema, de Vinicius, annulés pour des hors-jeux de quelques centimètres ou des fautes au départ de l'action. Si le système était structurellement biaisé pour protéger le club, la salle de contrôle trouverait le moyen de valider ces buts. Ce que vous décrivez ressemble davantage à une analyse très sélective des décisions arbitrales. Je ne dis pas que chaque décision leur est favorable, ce serait absurde. Je dis que dans l'incertitude absolue, quand le match bascule sur un fil, le doute profite historiquement aux dominants. Et c'est là que j'introduis un principe très simple qui explique cette perception. La proportionnalité des polémiques. Le volume des débats et des critiques est directement et mathématiquement proportionnel au succès exceptionnel du club. C'est la loi des grands nombres.
Si une équipe dispute 4 finales de Ligue des Champions en 5 ans et atteint les demi-finales quasiment chaque année, elle joue beaucoup plus de minutes à très haut enjeu qu'aucune autre équipe. C'est mathématique, je vous l'accorde, sans problème. Donc statistiquement, elle sera impliquée dans plus de décisions arbitrales critiques qu'une équipe éliminée en 8e de finale. L'exposition maximale génère une critique maximale. Les adversaires frustrés par des défaites répétées ont naturellement tendance à amplifier chaque décision marginale. Il est beaucoup plus facile d'attribuer une défaite face à ce rouleau compresseur à une force obscure et systémique, à un soi-disant poids institutionnel, plutôt que d'admettre la supériorité tactique de l'adversaire. Les polémiques que vous citez ne sont pas la preuve d'un favoritisme, elles sont simplement le bruit de fond inévitable qui accompagne une hégémonie absolue. Une équipe qui attaque la surface adverse 50 fois par match obtiendra plus de pénaltys, c'est factuel. Je concède volontiers que l'exposition médiatique joue un rôle majeur dans l'amplification. Un club qui gagne sans cesse agace, et la loupe médiatique est braquée sur lui en permanence. Mais le principe de proportionnalité n'efface pas la nature qualitative de ces décisions. Quand des entraîneurs chevronnés, des joueurs de classe mondiale du Bayern, de la Juventus, de Chelsea ou de Liverpool continuent de relever ces mêmes anomalies au fil des décennies, on ne peut pas parler d'une simple frustration de perdant. Il y a un motif persistant. Mais ces mêmes entraîneurs et joueurs font aussi des erreurs cruciales sur le terrain qui coûtent les matchs. Un gardien qui relâche un ballon de manière incompréhensible, un attaquant qui rate un face-à-face évident. Bien sûr, c'est le sport. Mais l'erreur du gardien n'est pas institutionnalisée par un protocole technologique. Ce que je souligne depuis le début, c'est que la VAR n'a pas aplani les rapports de force. Le football européen est un écosystème politique. Le Real Madrid en est le centre de gravité historique. Lorsqu'un arbitre visionne un ralenti, il sait parfaitement quel maillot il regarde. Les règles de la VAR sont appliquées par des humains, et l'interprétation d'une main décollée ou d'une intensité de charge dépendra toujours de celui qui interprète. Le fait que le doute penche si souvent d'un côté précis dans les matchs coup près, avec ou sans VAR, démontre que la technologie est perméable à l'histoire. Nous arrivons au terme de notre analyse et il me semble essentiel de synthétiser ma position à la lumière de cet échange particulièrement riche. L'argumentation que j'ai développée repose sur une ligne directrice claire. La technologie moderne est venue valider une domination historique. La VAR, malgré ses limites dans l'interprétation des zones grises, a prouvé que l'hégémonie n'était pas une construction artificielle de l'arbitrage. Que ce soit dans les années 50, sous Raoul, sous Zidane ou à l'ère de la haute technologie avec Vinicius et Bellingham, la constante n'est pas la clémence de l'arbitre. C'est l'exigence clinique, le talent brut et cette capacité inégalée à absorber la pression dans les grands rendez-vous. La VAR a nettoyé les erreurs factuelles manifestes et le club a continué à gagner. Cela, pour moi, clôt le débat sur l'illégitimité supposée de leur succès. Et pour résumer ma propre perspective sur ce dossier complexe, je réaffirme que le talent sportif exceptionnel de cette institution est hors de doute. Les joueurs et les entraîneurs qui ont construit ce palmarès sont des légendes absolues du jeu. Néanmoins, ignorer le bénéfice structurel des décisions arbitrales dans les zones grises empêche une compréhension intellectuellement honnête de ce phénomène. La VAR a corrigé les hors-jeux évidents, oui, mais comme nous l'avons exploré avec le seuil de l'erreur claire et manifeste, elle a laissé intact l'immense territoire de l'interprétation humaine. Et dans ce territoire, le poids institutionnel, la pression psychologique et le biais favorable aux dominants continuent de peser lourdement face à des adversaires du même calibre. La technologie n'a pas supprimé le facteur politique du football. Ces points de convergence et de divergence montrent bien toute la profondeur du sujet. Nous sommes d'accord sur le fait que la technologie n'a pas éliminé la subjectivité du sport, et c'est finalement ce qui rend l'analyse si fascinante. La question reste donc posée, pour vous qui nous écoutez, à travers le prisme de nos documents. La technologie dans le sport de haut niveau permet-elle réellement d'atteindre une justice objective pure, ou n'est-elle finalement qu'un nouvel écran à travers lequel s'expriment les dynamiques de pouvoir institutionnel historique ? C'est une réflexion profonde qui va bien au-delà des simples statistiques que nous laissons à votre propre jugement.